Auditeurs et auditrices de Rewmi FM, bonjour, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9 heures. Nous recevons ce matin à Mohamed Diagne. Il est écrivain, il est l'auteur du roman Un si long mémoire jamais soutenu. Mohamed Diagne, bonjour et merci d'être là ce matin à Rewmi FM. Bonjour Madame Faye, merci beaucoup et tout le plaisir est pour moi. C'est toujours un honneur d'être dans ce genre de cadre, de pouvoir parler de la littérature et aussi de l'écriture d'une manière globale. Donc merci beaucoup. D'accord. Parlez-nous un peu de vous, de Mohamed Diagne en tant qu'écrivain. D'abord, c'est une question souvent compliquée que l'on se pose lorsque l'on commence à en parler de soi. Il y a un degré de jugement sur votre personnalité, mais aussi il y a des fois de l'incompréhension sur votre personne. Ça arrive parce que la définition que l'on voulait donner allait avoir un sens qui est purement atypique, qui nous différencie des autres. Mais comme tous les jeunes Sénégalais, j'ai eu mon baccalauréat ici. Je suis orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où actuellement je tends à soutenir mon mémoire sur la climatologie. Donc c'est l'une des spécialités de la géographie. Et juste après le baccalauréat aussi, j'ai suivi une formation en sciences politiques et relations internationales. Donc ce qui m'a permis d'être diplômé dans ce domaine et de combiner les deux. Donc ça c'est un peu le parcours académique. Et ce qui est relatif à l'écriture et à la littérature, j'ai publié mon premier essai, c'était Afro-Climat. Afro-Climat qui voulant dire le climat, un nouvel ordre de puissance pour l'Afrique. Parce que c'était en 2022, j'étais étudiant de Master 1 en climatologie et je me posais assez souvent la question, mais le changement climatique, c'est une réalité et que notre continent a tendance à subir les effets néfastes et que pourtant notre continent n'est pas responsable du fléau du changement climatique. Donc, quelle pourrait être la place qu'occupe l'Afrique sur la scène internationale à travers les débats, à travers les négociations pour avoir un futur climatique qui serait en phase avec les ambitions de développement de notre continent. Donc, c'était ça, l'œuvre de l'essai Afro-Climat. Et en écrivant l'essai, c'était juste pour moi un point de vue de l'auteur. Je l'avais dit parce que pour moi, il y avait une pénurie quelque part par rapport à la littérature climatique du Sénégal et de l'Afrique d'une manière globale. Mais à ce moment-là, je ne me voyais pas comme un écrivain, malheureusement. Mais c'est juste après la publication qu'il y avait de l'engouement et de l'envie autour de l'essai et que pourtant c'était un essai purement scientifique. Les notions qui ont été utilisées là-dessus étaient des notions de la climatologie. Les personnes ne comprenaient pas, mais pourtant, les personnes adoraient cet essai. Et après, certaines m'ont demandé, mais pourquoi pas ne pas produire avec d'autres genres littéraires? Au départ, j'étais un peu pessimiste pour dire vrai. Mais vu que j'étais logé à l'université, il y avait une réalité qui devenait de beaucoup plus en plus frappante, c'est moi. C'était une observation qui a été faite par rapport au déroulement de la vie au campus social et aussi pédagogique, de comment cela se passait et quelles sont les réalités à l'intérieur de l'université qui étaient totalement différentes des réalités extérieures. Et en tant que soi-disant auteur à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est une question qui a besoin d'une réflexion. Et si je peux porter le débat aujourd'hui, peut-être que je vais ouvrir une brèche quelque part pour permettre à nos universités de mieux se comporter. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai produit le roman Un si long mémoire jamais soutenu. Alors, le roman, c'est aussi un point de vue de l'auteur. À travers des personnages qui essayent d'intégrer et d'approprier des rôles. Et à travers ce roman, pour moi, c'est de montrer le vrai visage de notre université. De permettre à la réflexion sur la construction de notre université parce que
c'est une construction qu'on a commencée, mais malheureusement qu'on n'a pas terminée. Parce que c'est lié au fait qu'il y avait une inadéquation entre ce qui se faisait à l'université et ce qui se passait à l'extérieur. Donc, ce roman, en le produisant, c'était juste d'ouvrir la réflexion, de donner le point de départ, mais jamais de vouloir être la solution parfaite ou bien la solution générale. Donc, c'était dans ce cadre-là qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers ouvrages. Donc, d'une manière un peu brève et rapide, voilà la personne et voici les œuvres sur lesquelles j'ai eu à travailler dans le cadre de la littérature. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, Mohamed Diagne. Mais qu'est-ce qui explique le choix du titre « Un si long mémoire jamais soutenu » ? D'accord. En fait... S'agit-il d'un mémoire ? Non, il ne s'agit pas d'un mémoire, mais il s'agit de ce qui créera l'envie, c'est le lectorat pour pouvoir l'approprier. Donc c'était plus une question d'envie. C'était plus une question d'envie, comme si que au fond de l'écriture, vous allez voir qu'il y a des notions que j'ai utilisées, alors que je pourrais utiliser d'autres notions. Et à chaque fois que l'on demande à un auteur de revenir sur le pourquoi de ses choix, malheureusement, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que le choix est trop contextuel. On fait un choix par rapport à un contexte bien défini. Et ce qui est étrange avec l'écriture, c'est lorsqu'on avance, le contexte aussi a tendance à évoluer. Donc aujourd'hui, revenir sur le titre du roman, c'est donner une définition qui m'appartient aujourd'hui. Et pourtant qui n'était pas le déclic pour moi pour choisir ce sujet. Mais juste en guise de comparaison, c'est que vu que je suis un étudiant de master et que pour moi, le mémoire constitue la réussite à l'université. Que lorsque vous arrivez à soutenir votre mémoire, si vous êtes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est parce que vous avez dompté Cheikh Anta Diop. Si vous êtes à l'université Gaston Berger, c'est parce que vous avez dompté Gaston Berger. Mais vu que le mémoire était perçu comme un point d'arrivée, le point final d'un travail de l'étudiant, alors je me suis demandé s'il y avait une réalité autre à l'intérieur de l'université, mais qui ne se limitait pas seulement sur le côté pédagogique, mais qui était purement sociale. Ce qui se passe au niveau de nos campus sociaux. Cette réalité-là, on devrait pouvoir l'expliquer, mais aussi on devrait pouvoir l'appréhender. Et en disant un mémoire qui n'est jamais soutenu, c'était juste pour permettre aux autres de comprendre que lorsqu'on parle de mémoire, il s'agit de l'université, mais l'université n'a pas tendance à encourager les excès certains. Donc, ce qui n'est pas soutenu devient un problème à l'intérieur de nos universités publiques. Donc, c'est un peu l'explication que je peux donner aujourd'hui, tout en sachant que moi, j'en suis convaincu que ce n'est pas la seule explication. D'accord. Et pour les auditeurs qui nous suivent, pouvez-vous faire un petit résumé de ce roman? Alors, dans le roman, il s'agit d'une histoire de Fanta, qui est originaire de Soum, un village dans le département de Foundiougne, au niveau du Saloum, et qui arrive à l'université, qui a été accueilli pour la première fois par un des syndicalistes, Djibril. Alors, Djibril a essayé de l'intégrer dans le cursus universitaire, mais Fanta arrive dans un environnement qu'elle ignore. Elle partage sa chambre avec 14 étudiantes et c'est une réalité et des mondes qui sont complexes mais qui se rejoignent. Parce que derrière chaque étudiante avec qui Fanta partage la chambre, il y a une réalité derrière. Il y a une vision derrière. Et parfois, il y a tendance à avoir de l'influence de certaines femmes parmi d'autres. Malheureusement, Fanta a su avoir le dépassement de soi grâce à des conseils qu'elle avait reçus de sa mère, Yaye Aram, qui l'a enseigné que la vie
c'est avant tout une question de mën-mën. Àdduna dañu koy mën. C'est ça la question principale de Yaye Aram. Parce que Yaye Aram a élevé Fanta dans un environnement où Fanta avait perdu son père. Son père a connu ce qu'on appelle au Sénégal l'émigration clandestine et malheureusement, Fanta ne l'a jamais revu. Et cela a forgé une réalité, c'est Fanta. Pour dire que moi, l'ambition que j'ai dans ma vie, c'est de réussir mes études, pouvoir intégrer le monde professionnel et devenir un atout pour ma famille et non pas un fardeau. C'est ça le postulat de base de Fanta. Mais à ce moment-là, lorsque Fanta décide de cela, sa meilleure amie s'est vue être mariée à l'âge mineur. Donc, ce qui devient une réalité pour elle. Par exemple, les deux étaient les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves du lycée de Soum avant, mais au niveau de la classe du primaire, sa meilleure amie s'était mariée à une autre personne. Et cela a totalement freiné ses études. Et ce qui était une réalité amicale entre les deux a du jour au lendemain changé, parce que les réalités n'étaient pas les mêmes. Fanta parlait d'études et son ami parlait de travail, de femme de ménage, natri, chilol, l'école. Donc c'est ça la réalité au niveau du village. Mais au niveau de l'université aussi, Fanta, qui est orienté au département de philosophie, a tendance à étudier des matières qui sont des matières nouvelles. Mais comme que la philosophie questionne la responsabilité de la personne vis-à-vis de ses actes, Fanta ne se voit pas indemne par rapport à ce qui se passe à l'université. Et dans ce cadre, elle va connaître des syndicalistes, elle va connaître des étudiants entrepreneurs, elle va connaître aussi des activistes. Mais à la différence, c'est qu'il y a une personne donc qui deviendra pour Fanta ce que son ami était à la classe de primaire, et c'est Gabriel. Donc Gabriel, avec Fanta, ils ont vécu des moments durs à l'université. Des jours où il n'avait pas de ticket de restaurant et pourtant il fallait y combler. Des jours où il passe des matières en rattrapage et pourtant il fallait y combler. Et aussi de lui permettre de s'insérer dans un cadre qui était un cadre nouveau pour elle. Et alors, la personnalité de Fanta a commencé à évoluer au-delà de la première année. Fanta a tendance à présenter ce qu'on appelle à l'université, malheureusement c'est un terme péjoratif, les capots de l'université. Et de ces nouvelles connaissances-là, va jaillir aussi une nouvelle personnalité. Mais cette personnalité sera une personnalité positive de Fanta. La fille de Yaye Aram va se développer. La fille de Yaye Aram va questionner son rôle. Et la fille de Yaye Aram va décider d'être une solution pour l'université. En faisant comment? Pour elle, au départ, il était en phase avec les actions syndicales qui se faisaient à l'université. Mais selon elle, c'était des actions limitées qui ne se passaient que sur des ordres pédagogiques. Et alors que l'université de notre siècle a tendance à évoluer vers d'autres ordres, le social, Fanta se questionnait là-dessus. Et à partir de ce moment, elle a décidé de se positionner comme une solution en devenant un syndicaliste qui se différencie totalement par l'amorce avec les autres. Et dans ce cadre, c'était la péroraison de mon écrit. Comment est-ce que grâce à un leadership féminin, on pourrait arriver à asseoir un résultat positif à l'intérieur de nos universités. Et dans ce cadre, pour Fanta, c'était de faire la corrélation entre toutes les universités publiques qui existent au Sénégal, d'avoir un cadre qui va défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants, et aussi de donner aux étudiants un nouvel cadre qui va les permettre d'extérioriser leurs sentiments, de montrer l'inadéquation qui existe entre le système éducatif et le marché de l'emploi, et de permettre à l'étudiant aussi de se mettre dans un cadre où il y a une évolution quotidienne. Donc c'était ça la dynamique dans laquelle Fanta était, et c'est ce qui constitue la pré-raison du roman. D'accord.
Merci beaucoup pour cette présentation de ce roman. Et dites-nous dans quel contexte vous avez écrit ce livre. Alors, l'université publique sénégalaise, je ne cite pas de nom, mais l'université publique sénégalaise a été fermée 2 reprises entre 2021 et maintenant. Et pour les 2 reprises, la fermeture était liée à des questions politiques. Déjà, sur quoi moi je ne suis pas d'accord, parce que selon moi, la politique est un ordre, mais l'enseignement est une priorité. Donc l'université ne devrait aucunement être fermée à cause des questions politiques. Mais lorsque l'université s'était fermée aussi, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait une réalité politique au sein de nos universités. Et lorsque la politique a fait son intrusion dans nos universités, malheureusement, les ordres de l'université même ont été bouleversés. Parce que la politique n'a pas sa place à l'intérieur de nos universités. À l'université, on avait des formations politiques, soit du pouvoir, soit de l'opposition. Mais à ce moment-là, à chaque fois, les affrontements qui se passaient au niveau du Sénégal avaient un point de départ et c'était l'université publique. Parce qu'il y avait des réalités antagonistes et moi, en tant qu'étudiant, j'étais témoin des fois des bagarres entre des formations politiques opposantes. Donc, lorsque la politique a fait son intrusion et que l'université publique s'était fermée à 2 reprises, c'est parce qu'il y avait un problème quelque part. Mais je me suis demandé, est-ce que le monde externe comprend ce qui se passe à l'intérieur de l'université? Parce que lorsqu'on parlait de l'université à cette époque, il y avait une conception dichotomique. Pour certains, c'était le cadre idéal pour l'apprentissage. Mais pour d'autres, l'université publique avait perdu son aura. Et qu'aujourd'hui, les formés de l'université publique n'arrivent plus à faire la différence. Et pourtant, c'est ça le rôle principal d'une université. C'est que nos sociétés ne doivent pas être à l'avance par rapport à nos universités, pour parler comme Mampenda Mbow, mais nos universités doivent normalement être à l'avance par rapport à nos sociétés pour pouvoir mieux les représenter. Donc voilà la question qui me taraudait et j'ai tenté d'y apporter une explication claire par rapport à ce qui se passe pour essayer de donner ne serait-ce qu'un cadre idéal aux autres, aux personnes qui ne sont pas à l'intérieur de l'université, de comprendre la réalité universitaire, mais aussi de savoir, de pouvoir du moins de se mettre dans la peau d'une étudiante qui n'a qu'une seule ambition, c'est de réussir sa vie. Ça, c'est le contexte. Et dans un autre cadre aussi, il y avait le fait qu'on imposait aux étudiants qui étaient à l'université des formations qui ont été peu choisies du moins. Que l'étudiant n'a pas la possibilité de choisir réellement sur quoi faire avec le processus d'orientation dont on le connaît aujourd'hui. Parce que moi aussi, j'en étais victime. C'est une réalité qui se passe à l'université. Malheureusement, on vous oriente pour la plupart sur une filière parce que c'est la filière qui a été disponible. Mais non pas parce que c'est la filière que vous vouliez faire. Là, c'est une réponse qui a été apportée dans le monde universitaire. Mais pour moi, c'est une réponse qui est incomplète. À chaque fois, l'ambition de nos autorités par rapport à l'enseignement supérieur, c'est de dire que tous les étudiants, tous les nouveaux bacheliers ont été orientés à l'université publique sénégalaise. Mais moi, la question que je me pose, c'est que vous les avez orientés sur quoi? Qu'est-ce que les étudiants font à l'intérieur de nos universités? Est-ce qu'à leur sortie, ils ont les éléments, ils ont les bagages nécessaires pour pouvoir directement intégrer le marché de l'emploi? Parce que l'étudiant aussi, lorsqu'il suit des formations, c'est pour lui permettre d'être compétitif au niveau du marché. Mais si vous ne leur donnez pas les bagages, et l'université publique malheureusement ne le donne pas assez souvent, parce que pour elle ce n'est pas réellement son rôle, cela constitue un fléau. Et dans ce contexte d'observation-là, et dans ce contexte de vécu, j'ai tenté de faire ce roman
qui est, comme je le rappelle aussi, qui est un point de vue, qui est personnel, mais qui est un miroir pour regarder un peu la réalité. Donc, à travers des personnages, il y a des réalités, et pour moi, derrière chaque réalité, il y a des leçons aussi qui peuvent être tirées. Carrément. D'accord. Et maintenant que vous êtes devenu écrivain, vous nous avez parlé de votre inspiration. Que représente l'écriture pour vous? Alors moi, j'ai une pensée claire de ce qu'est l'écriture en fait. Mais d'abord, de la littérature d'une manière globale. Et pour moi, lorsque je parle de la littérature, j'ai été influencé plus par la littérature africaine. Comment on écrivait l'Afrique et comment on tente de donner des notions pour éclaircir des lanternes sur notre continent. Quand je parle de la littérature africaine, parce que pour moi, en un moment, ça a été une littérature de révolte. Une littérature de moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Donc, le contexte de développement de cette littérature-là était d'une manière inconsciente en comparaison avec une littérature qui existait. Et c'était pour la plupart, si je prends l'exemple du Sénégal, c'était la littérature française. Mais vu que la littérature est un moyen de révolte pour nous, mais il fallait commencer à écrire parce qu'on sentait le désir, parce qu'on avait l'envie de le faire. Il fallait commencer à produire pour parler des ordres qui intéressaient nos sociétés. Et dans ce cadre, la littérature tente de donner un regard nouveau sur le monde. Nous permet de comprendre des réalités qui sont un peu séparées de nos zones géographiques. Mais aussi de cette littérature-là, on peut arriver à dénicher de nouvelles réalités. Donc, pour moi, c'est un peu ce qui fait le sens de la littérature africaine. Mais à un moment aussi, pour moi, ça a été une littérature des classiques, malheureusement. On a tous vécu, on a tous appris le rapport que les grands écrivains ont joué avec notre temps. Quand je parle des grands écrivains africains, je pense à soit à des écritures scientifiques, soit à des écritures purement littéraires. Au Sénégal, qui sont symbolisées par deux personnalités, soit c'est Senghor, soit c'est Cheikh Anta. Mais je vois que même au-delà de Senghor, il y avait de très 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 grands auteurs. À l'exemple de Maria Moba avec et pas seulement avec elle. À l'exemple de Maria Moba, à l'exemple de Seydou Bodian, on a eu de l'écriture, mais on a eu de l'écriture qui se présente d'une manière un peu lointaine de notre réalité. Et aujourd'hui, la production de la littérature africaine, certes, commence à se faire reconnaître un peu partout sur la scène internationale. Lorsque, après Wole Soyinka, on a Mohamed Mbougar Sarr qui gagne le prix Goncourt, c'est parce qu'on est arrivé à un moment où écrire l'Afrique se fait par une question d'envie, par une question d'histoire qui est bien scénarisée. Donc de ce moment-là, la littérature change de rôle et devient maintenant une plume qui est dessinée pour une réalité communautaire. Et dans ce cadre, elle évolue. Elle évolue jusqu'à notre génération, qui pour moi, pas parce qu'on n'aime pas la littérature, et pour la plupart c'est une question que l'on se pose, mais des fois qui ignore la littérature. Et c'est difficile d'aimer aussi ce qu'on ignore. Les jeunes lisent, mais pas toujours des livres. Et lorsque vous ne contrôlez pas ce que vous lisez, malheureusement aussi, vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Donc, ce nouveau rôle de la littérature, surtout de la littérature africaine, pour moi, ça doit être une littérature qui s'adapte avec les ambitions de notre continent. Donc, à chaque fois que l'on produit quelque chose,
de ne pas matrixer l'écriture par rapport à un genre bien défini, que cela doit être un roman, cela doit être un poème, ou bien cela doit être de léger. Mais à chaque fois, l'écriture doit être capable de se conceptualiser avec l'ambition de notre continent. Donc que lorsqu'on produit quelque chose, ou bien lorsqu'on produit une œuvre, que cela se met en création, soit pour dépeindre une réalité qui existe, soit pour apporter une nouvelle touche dans le processus de développement de notre continent. Donc, à vrai dire, pour moi, la littérature, voilà le rôle nouveau qu'elle peut jouer, surtout dans nos sociétés. Mais selon moi aussi, c'est un moyen de faire monde, de participer dans le processus de construction du vivant et du vivable mondial. Et cela commence à prendre forme par une nouvelle manière d'écrire l'Afrique. Et pour moi, c'est une écriture purement décontractée et décomplexée par rapport à des réalités exogènes. Donc voilà en quelque sorte comment l'écriture et la littérature, surtout la littérature africaine, se présentent dans ma conception. D'accord. Un si long mémoire jamais soutenu, je pense que c'est votre deuxième ouvrage. Voilà. Lequel a été le plus vendu, lequel a connu le plus de succès et pourquoi? Alors, je pense que c'était le premier, Afro-Climat, parce que c'était dans un contexte de changement et de réchauffement climatique. Le public était perceptible et c'était aussi un moment de découverte, d'aller au-delà de vos propres compétences, mais de découvrir un nouveau monde. C'était le monde de la littérature. Donc, il y avait de l'engouement autour de cette œuvre-là, mais parce que il y avait aussi une cérémonie de publication qui a été utilisée, qui a été organisée du moins, pour vulgariser l'œuvre, ce qui n'est pas le cas avec le roman. Mais parce que le roman a été publié en fin 2024. Le roman ainsi long mémoire jamais soutenu. C'est après la publication, on n'a pas encore eu le temps de présenter à l'université, dans sa globalité, qu'est-ce que représente réellement cette œuvre, pourquoi, et comment est-ce que aussi cette œuvre peut intégrer la vie de l'université pour permettre de construire cette nouvelle université-là que l'on veut pour le Sénégal, mais aussi pour déclencher la réaction de faire de l'université normalement ce qu'elle doit être. Donc c'est une question principale, mais que ça soit le roman ou bien que ça soit l'essai, à la fin, moi je me rends compte que c'est des fois le genre qui fait la différence, mais dans le fond, il y a quelque chose qui définit l'auteur et dont l'auteur ne peut pas s'écarter, c'est son engagement. L'essai, c'était un engagement par rapport à une question préoccupante pour notre continent, c'était le changement climatique. Et aussi dans le roman, aussi long mémoire jamais soutenu, c'était une question d'engagement par rapport à une réalité universitaire qui, selon moi, devrait évoluer. Donc à la fin, c'est l'engagement de l'auteur qui se montre de plus. À chaque fois qu'il y a de l'engagement quelque part, l'auteur ne cherche qu'à conceptualiser et à partager ses préoccupations avec son lectorat. Mais à partir de la production, à partir de la publication, l'œuvre n'appartient plus à l'auteur. Et pour moi, c'est ce qui fait un peu le charme de l'écriture. C'est pourquoi, pour la plupart, je ne fais pas de résumé sur des livres, mais je parle de l'idée principale, parce que je ne veux pas, et je ne cherche pas à influencer le regard que le lecteur doit avoir de mon écrit. À chaque fois que le lecteur finit de lire le livre est à sa possession. Il l'appartient. Donc c'est à lui de lui donner la compréhension qu'il veut. C'est à lui
d'intégrer le livre dans son vivant. C'est à lui qui change de rôle et qui devient tout d'un coup, non pas simplement le lecteur, mais aussi l'écrivain. Et cela change tout. Donc, derrière chaque lecture, il y a une réalité qui se féconde. Et cette réalité-là, l'auteur ne peut pas le conceptualiser, c'est impossible. Cette réalité-là, c'est une réalité subjective. Mais c'est une réalité qui est véridique. Parce que c'est une réalité qui est issue de l'imbrication entre le vécu du lecteur et les pensées qui ont été données dans le livre. Donc, c'est un peu, pour moi, ce qui fait le charme de l'écriture. Et lisez un livre et vous devenez plus grand que son écrivain. Moi, c'est un peu ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. D'accord. Mais ce livre-là, est-ce que vous l'avez présenté aux étudiants? Est-ce qu'ils se l'approprient? Ouais, je l'ai présenté aux étudiants, plus à des étudiants qui viennent fraîchement d'arriver à l'université. C'était dans le cadre d'une collaboration avec le collectif des étudiants de Méré, là où je viens, que je salue de passage aussi, ses habitants, mais pas encore à l'université. Mais cela se prépare. Parce que pour moi, il n'y a pas de solution définitive, je l'ai dit tout à l'heure, ni dans ce livre, ni dans aucun autre livre aussi. Mais il y a au moins les bonnes questions qui sont posées au bon moment. Et lorsque je parle de très bonnes questions, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui commence à accompagner nos universités. Mais pas seulement nos universités. C'est une dynamique qui commence à accompagner la vie sociale du Sénégal. C'est une question de refondation. C'est une question de reconstruction. Mais l'on ne peut pas parler de reconstruction dans une société sans pour autant interroger l'enseignement. Sur quelle base? Sur quelle forme? Est-ce que cela nous arrange? Est-ce qu'il y a une adaptation qui existe entre cet enseignement-là et l'ambition de notre pays? Donc, de ce questionnement-là majeur, pour moi, il fallait conceptualiser ça et permettre aux acteurs du domaine d'avoir un regard précis qui est donné par des personnages qui se sont inspirés de la vie universitaire. Donc, voilà ce que cela apporte comme nouveauté. Que cela soit un nouveau paradigme de compréhension et de conceptualisation de toutes les politiques de développement, mais en se fondant d'abord et avant tout sur l'enseignement, mais surtout sur l'enseignement supérieur. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume et nous recevons Mohamed Diagne. Il est écrivain, il est l'auteur du roman Un si long mémoire jamais soutenu. En vous lisant, Mohamed Diagne, à la page 15, vous dites que l'étudiant est la couche vulnérable de l'université publique sénégalaise. Pourquoi? Alors, normalement, c'est... Pour moi, c'est... Pourquoi êtes-vous la couche vulnérable de l'université publique? Voilà, c'est trop antinomique en fait, parce que l'université sans l'étudiant n'existerait pas. Et comment on peut être vulnérable dans son cadre? Mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, l'étudiant de ce siècle, pour la plupart, et lorsqu'on parle d'un constat, c'est juste un constat, ce n'est pas d'une manière générale. Parce que moi, Inch'Allah, je vais soutenir depuis peu mon mémoire. Et je me rends compte que ce que j'ai appris, au départ, ce n'était pas ce que je voulais, mais à la fin, j'ai fini par prendre goût
Et lorsque je dis que l'étudiant devient un peu la couche vulnérable, c'est qu'il n'y a pas de volonté claire qui a été exprimée sur la compréhension de l'étudiant et de son université. Lorsque vous faites un sondage à l'université et que vous demandez aux étudiants pourquoi vous êtes ici, la réponse principale serait, et là j'en suis convaincu, que je suis à l'université parce que je veux avoir un travail demain, que je veux être plus compétitif que la norme. Mais l'étudiant qui vous dit ça a raison de le dire. Mais malheureusement, le cadre dans lequel il est, c'est un cadre qui ne favorise pas des compétences qui vont lui permettre directement d'être compétitif et de pouvoir engager le marché. Mais c'est un cadre qui favorise la connaissance scientifique et intellectuelle. L'on ne peut pas parler de développement sans connaissance scientifique et intellectuelle. Mais pour moi, c'est à ce niveau-là qu'on peut réformer nos universités. Que l'étudiant qui est là-bas, si sa volonté, c'est de directement intégrer le marché, mais normalement, il n'a pas besoin de faire un bac plus 4 ou bien un bac plus 5 qui va lui prendre 7 ans pour pouvoir ensuite sortir, faire des concours et espérer intégrer l'administration publique. Mais depuis la première année, choisissons avec l'étudiant un schéma qui va permettre de différencier ceux qui veulent poursuivre des travaux scientifiques et intellectuels et les autres qui veulent étudier 2 ans, 3 ans pour intégrer le marché du travail. Je prends l'exemple de cette année, les nouveaux bacheliers. Les nouveaux bacheliers sont toutes et tous orientés dans l'université publique sénégalaise. Mais quand vous êtes dans l'université, vous étudiez dans un cadre purement académique. Donc c'est la recherche qui est privilégiée. Mais ensuite, vous devriez participer sur la construction avec soit des théories ou bien des pratiques du développement de notre pays. Mais aux côtés de la théorie et de la pratique, on a aussi besoin de cette main-d'œuvre-là qualifiée, mais qui est issue de nos universités. Donc ce qui veut dire que le processus de construction et de la présence de l'étudiant au sein de l'université, c'est un processus qui a été décidé, mais sur le dos de l'étudiant, qui n'a pas eu le temps de dire réellement sur quoi il va s'intéresser. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les résultats ne sont pas satisfaisants. Les résultats ne sont pas satisfaisants parce que lorsque vous arrivez à l'université à la première année, vous pouvez être une promotion de 2000 étudiants. À la deuxième année, vous pouvez être 1000. À la troisième année, peut-être 400 ou bien 300. Master, vous êtes 200. Vous voyez comment il y a de la décadence avec le nombre. Alors moi, je ne pense pas des 200 ou bien des 300 qui sont en master. Moi, je pense des 1500 qui n'ont pas pu arriver là-bas. Peut-être qui ont pu cartoucher à un moment et qui malheureusement ne sont plus à l'université. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'avenir de ces personnes-là? Est-ce que le système devrait directement décider, après avoir le baccalauréat, qu'après 2 ans à l'université, vous êtes renvoyé, mais vous êtes perdu? Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre naissance? C'est apprendre. À l'université, 2 ans après... Vous dénoncez le système. En un moment, si. Mais surtout le système universitaire. Comment il s'est composé? Déjà, c'est un système qui ne favorise pas l'éclosion des talents au sein de l'université. Et pourtant, il y en a. Allez aujourd'hui à l'université publique sénégalaise. Vous allez voir des personnes qui, aujourd'hui, se placent comme des solutions par rapport à des problèmes sociétaux. En devenant des étudiants entrepreneurs. C'est une réalité. Mais c'est une réalité qui est mal encadrée dans nos universités. Et pour moi, c'est ça. Ça veut dire que les autorités devraient écouter les volontés des étudiants en les observant, mais ensuite en conceptualisant ça. Et de cette manière, l'approche serait bottom-up.
Ce n'est pas une déclinaison de la politique qui va venir d'en haut, mais c'est un processus qui va venir d'en bas. Parce que c'est une volonté exprimée. Et à partir de ce moment, la volonté est encadrée. Donc moi, en quelque sorte, des fois, c'est la réflexion que j'ai par rapport aux personnes qui n'ont pas pu arriver à passer la 2e ou bien la 3e année, mais qui aujourd'hui est obligé d'avoir le moto Jakarta et de faire des courses sur la route, alors pourtant qu'il a déjà le baccalauréat. Et alors que dans ce même pays-là, on vous dit que l'on cherche à combattre l'analphabétisme. Mais l'alphabétisme aussi doit avoir un objectif. Et pour moi, son objectif principal doit être la valorisation de tous les talents et de tous les acquis des étudiants. D'accord. À la page 50, vous avez évoqué l'université au début de ce siècle. Comparé à maintenant, que diriez-vous? Alors, moi, lorsque je parle de ce début du siècle, je pense qu'on est à ce début du siècle, 2000 à 2024, 24 ans, durant ce 21e siècle. Je vois que les étudiants qui nous sont un peu précédés, c'était des étudiants qui étaient dans des formations idéologiques, ce qui était totalement normal. C'était juste après les indépendances, 1960. Si je prends l'exemple de Dakar, qui a été créé en 1957, l'université Cheikh Anta Diop, vous voyez que cette génération-là ne pouvait que s'incruster dans des réflexions théoriques. Et quand je parle de réflexion théorique à ce moment-là, c'était purement des idéologies politiques. C'était le socialisme, c'était le libéralisme, des fois des nationalistes, et un peu plus tard, ensuite des libéraux. C'était des formations politiques. J'ai eu une réflexion avec un ancien syndicaliste et aujourd'hui un politique. Mais dès le point de départ, il saisit la différence entre les deux générations. Que nous, malheureusement, à l'université, on parle peu des grandes théories politiques, parce qu'aussi, à un moment, on a compris que la théorie, elle est bien, mais elle reste une théorie. Mais les théories qui ont été développées et qui étaient souvent débattues à l'université, le socialisme, le libéralisme, le nationalisme, étaient purement et simplement des théories aussi importées de l'Occident. Donc, cette génération-là se chargeait plus des questions politiques. Mais aujourd'hui, notre génération, nous, et ce qui était bien à ce moment-là, parce qu'il avait raison de le faire. Mais lorsque je vois aussi là où nous sommes en termes d'idéologie politique, je sais que des idéologies étaient incarnées à l'université, mais malheureusement sur la réalité politique, on ne le sent pas. Si au Sénégal, on a des formations politiques qui peuvent dépenser avec des partis plus de 300 ou bien 400, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Mais aujourd'hui, de notre génération, alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que par sens ou bien par inadvertance, on est une génération qui se décomplexe de plus en plus, qui se décomplexe par rapport à une réalité exogène et qui fonde ses propres schémas et ses propres règles. C'est une génération qui, dès le départ, tente de saisir la quintessence d'une chose. Par exemple, je fais une étude, mais je fais cette étude pourquoi? On pose la réflexion. Donc on a dépassé le cadre théorique, mais maintenant, en s'adaptant avec les réalités de notre pays, on a besoin d'être compétent et de pouvoir directement servir. Donc, le fait que l'on soit décomplexé nous donne cet atout. C'est pourquoi, dans nos universités aujourd'hui, on y rencontre des cadres qui voient l'éclosion des talents des étudiants. On est dans la création parce qu'on s'adapte avec un monde de l'entrepreneuriat. On est souvent aussi dans la production. Mais plus on est dans le dépassement de soi. Comment est-ce que l'université ne doit plus simplement nous matrixer en se disant qu'on est étudiant, donc peut-être qu'on se sort du lot,
mais qu'on est étudiant et qu'on doit être plus mouillé que les autres pour pouvoir aider les autres à s'en sortir. Et voilà, c'est la réflexion que l'on mène aujourd'hui avec notre génération. Et moi, je pense que c'est un schéma sur lequel on est. Mais quand même, si j'observe bien aussi, c'est un schéma que l'on doit encore et encore repenser. D'accord. À la page 53, vous avez évoqué la politique à l'université. Êtes-vous contre? Oui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des bastions politiques à l'intérieur de l'université, parce que lorsque l'on change un cadre qui de nature est purement idéologique, que l'on parle des idées, un cadre qui est purement scientifique, qui se base sur la recherche, lorsque l'on change ce cadre pour lui donner un aspect politique, cela commence à créer d'une discorde intragénérationnelle. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement en mars 2021 et récemment aussi. Parce que l'information politique, d'abord la politique c'est une question de, non pas de raison, mais de sensibilité, d'émotion, de point de vue. Et lorsqu'on parle de divergence de point de vue, sur l'aspect scientifique, c'est un charme. Mais sur l'aspect politique, ça peut entraîner l'existence de champs de bataille. Et d'autant plus que la politique à l'université, ça se ressent au niveau du campus social. Parce que l'université aussi, ce que beaucoup ne comprennent pas, est composée de ces deux campus-là. Soit le campus social, soit le campus pédagogique. Donc, au niveau du campus social, on a des résidents, des personnes qui habitent là-bas. Et lorsqu'on instrumentalise un groupe de personnes qui habitent au niveau du campus social, on l'instrumentalise par rapport à une idéologie politique. Ce groupe a tendance à faire tout pour que cela devienne la réalité du campus social, en l'imposant à un autre groupe. Mais malheureusement, il y a des confrontations directes. D'abord idéologiques, mais ensuite corporelles. Donc, si l'université aujourd'hui n'est pas capable d'avoir des garde-fous qui vont empêcher à quelque idéologie de faire leur intérêt au sein du campus social, c'est l'étudiant qui devient de plus en plus vulnérable. Parce qu'à la fin, l'étudiant peut penser que la réalité du monde extérieur, c'est tout simplement la question politique. Alors que la politique, selon moi, ne doit pas être une finalité, mais simplement le processus d'un développement. On va essayer d'aller vite, hein? Il me reste pas mal de questions. Et pourquoi dites-vous que l'école sénégalaise ne fait plus rêver les ambitieux? À la page 64, pour illustrer. Carrément. Là, c'était par rapport à ce qui se passait à l'université. Quand je pensais à l'ambition, c'est que lorsqu'on arrive à l'université, c'est avec des idées bien faites pour la plupart. Mais on faisait face à un système qui n'encourageait pas l'éclosion des talents, c'est les étudiants. Qui créait un peu de la contradiction, c'est la pensée de l'étudiant. Avec, par exemple, si l'étudiant arrive et à la deuxième année, elle ne passe pas, ou bien il ne passe pas, cela peut commencer à susciter des questions chez elle. L'étudiante, pour la plupart, et ça arrive pour la plupart avec les étudiantes, qu'il y ait ce poids sociétal-là qui s'impose en elles, et que malheureusement, même, leur ambition et leurs rêves, elles les oublient. Mais si on est dans un cadre, surtout dans un cadre universitaire, normalement, on devrait y être parce qu'on est en train de vivre une ambition claire de ce qu'on veut devenir. Parce que là, à ce moment, on pense notre carrière socio-professionnelle. Mais tel n'est plus le cas. Tel n'est plus le cas, non pas à cause des professeurs, parce que pour moi, on a les plus grands professeurs de l'Afrique.
Non pas à cause de l'étudiant, mais aussi non pas à cause de l'administration universitaire, mais à cause des formations qui se subissent à l'université, mais qui malheureusement sont des formations du siècle précédent. Et l'on ne peut pas résoudre les problèmes du siècle actuel avec des solutions du siècle précédent. C'est impossible. Si de 1957 jusque-là, les formations à l'université n'ont pas connu une évolution, il y a certes quelques points qui ont été faits. C'était avec des écoles et instituts, avec quelques organismes qui essayent d'intégrer le monde de l'extérieur dans l'enseignement universitaire. Mais pour moi, ici, l'exception devrait être la généralité. Donc, comment à l'université y arrive que des personnes ambitieuses, mais dès le départ, que l'on sache que c'est pour la recherche, ou bien c'est pour avoir des compétences et intégrer le monde de l'emploi. Et de cette dichotomie-là, on arrive à gérer un problème d'une manière directe, et là, l'on se propose nous tous comme une solution. D'accord. À la page 90, vous avez évoqué le syndicalisme à l'université, souvent émaillé de violence lors des élections de représentativité. Dites-nous, qu'est-ce qui explique ces violences lors des élections? Alors, normalement, s'il y a de la violence dans une élection, peut-être c'est parce que les protagonistes y voient de l'intérêt. Mais permettez-moi de vous représenter, normalement ça ne devrait pas avoir de la violence. Mais comme on le voit à l'université aussi, on le voit des fois dans le monde politique de l'extérieur, mais d'une manière beaucoup plus élégante. Mais pourquoi cela ne devrait pas exister à l'université? Déjà, moi j'ai fréquenté l'université publique sénégalaise. Mes meilleurs amis sont des syndicalistes. Et sur le fond, on est d'accord, mais des fois sur la forme, on a des tiraillements. On a des divergences. On a des divergences parce que il est intéressant de représenter les intérêts des étudiants. Mais si on le fait, cela ne doit pas simplement être un intérêt pédagogique ou bien simplement un intérêt social. Cela doit être une sacerdoce et l'on tente de mieux parfaire leurs conditions d'existence. Donc sur le fond, le syndicalisme c'est quelque chose de louable. Mais sur la forme à l'université, on a beaucoup de bagarres à l'université entre deux formations syndicalistes. Et dans le livre, il y a une partie où Ngor qui est un étudiant CRR qui va se faire tabasser dans sa chambre, mais par pure erreur. Parce qu'il y a un autre étudiant qui, devant tout le monde universitaire, s'est fait griller par un concurrent et qui a décidé avec sa formation de faire une revanche. Mais malheureusement, ils ont ciblé la mauvaise chambre. Et c'était la chambre de Ngor. Ngor qui est un étudiant CRR, avant que l'on comprenne, Ngor, lui, il a déjà perdu beaucoup de sang. Arrivé à l'hôpital, ce que le médecin a déjà dit, mais est-ce qu'il respire? Parce que là, ça se passe à l'université malheureusement. Mais cette réalité-là ne devrait pas être une réalité syndicale. Et vous dénoncez également le comportement des représentants. Des fois, s'il y a des bagarres à l'intérieur de l'université, ça ne doit pas être de l'ordre des représentants des syndicalistes. Ça ne doit pas être. Parce que pour moi, si vous êtes trop dans le syndicalisme, vous n'avez pas le temps de vous chamailler entre vous. Mais vous représentez qui? Les intérêts des étudiants. Mais les intérêts des étudiants vous mettent face à une administration avec laquelle vous devriez négocier, trouver des compromis pour les intérêts des étudiants. Donc moi, ce que je n'apprécie pas et que je dénonce, c'est la violence au sein de l'université, dans toutes ses formes. Que ça soit une violence syndicale ou bien que ça soit une violence politique. La violence n'a pas sa place d'être dans notre université aujourd'hui. D'accord. Et à travers ce roman, dites-nous quel message vous voulez faire passer? Alors,
moi, je pense qu'il doit y avoir une refondation de notre système universitaire, surtout avec les formations qui sont données à l'université. Les formations qui sont données à l'université pour que, aujourd'hui, le nouveau bachelier continue d'avoir cette envie-là de fréquenter l'université publique sénégalaise. Parce que sans cette envie-là, il ne peut pas y avoir de résultats satisfaisants. Mais en faisant quoi? Aujourd'hui, le monde se tend vers les sciences et techniques et les informations et les nouvelles communications. Je parle de l'intelligence artificielle, qui est considérée comme l'un des défis de notre monde. Je pense au changement climatique, qui est aussi l'un des défis de notre monde. Mais je pense aussi à un progrès économique. Donc, ces formations-là qui s'adaptent avec le dehors du Sénégal doivent se retrouver au sein de nos universités. Je sais qu'il y a beaucoup de barrières que l'on doit surmonter pour arriver à ça. Parce que c'est un processus de refondation. Est-ce qu'on a les professeurs qu'il faut pour ces nouveaux modules? Est-ce qu'on a la compétence qu'il faut? Est-ce qu'on a aussi la compétitivité qu'il faut? Mais selon moi, la refondation de cette université-là doit passer d'abord par une observation claire qui a été faite par des personnages bien identifiés dans le roman, mais pas seulement ici, dans le roman, mais d'inclure dans un processus l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'université publique sénégalaise pour pas simplement donner un nouveau regard, mais pour être ce nouveau regard. Mohamed Diagne, merci. C'est déjà la fin de cet entretien. Dites-nous le dernier mot et dites-nous aussi, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres ouvrages? Alors, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un cadre idéal pour pouvoir parler du livre, de ce que je fais assez rarement. Mais pour moi, c'était juste un moyen d'y apporter et de donner aux autres la possibilité d'avoir de la nouvelle et de pouvoir lire et donner leur propre perception. Ce que le futur nous réserve, on va le vivre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mohamed Diagne, écrivain, auteur du roman Un si long mémoire jamais soutenu. Vous êtes une pépite de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Où est-ce qu'on peut déjà trouver ce livre? C'est déjà disponible, n'est-ce pas? Oui, c'est disponible avec les éditions Artistes de Guédiawaye. Combien? 5 000, 6 000. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Diagne. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes également étudiant. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h. Merci à Bachir Cissé, merci à Diaw Diallo pour la mise en onde de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.